Bon courage. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ce troisième webinaire de la semaine, donc consacré au fourrage. Donc aujourd'hui plutôt axé sur la partie valorisation des fourrages. Je m'appelle Hugues Chauveau, je travaille sur la station expérimentale de La Jaillère, donc en Loire-Atlantique, et je vais vous parler donc de la complémentarité entre plusieurs types de fourrage et notamment le maïs épi et l'ensilage d'herbes de qualité, pour voir un petit peu ce qu'on peut obtenir en termes de type de ration, de performance zootechnique, de niveau d'autonomie, et puis quelques impacts d'un point de vue économique à l'échelle de la ration. Voilà. Donc, avant de commencer, peut-être n'hésitez pas, pour certains, à bien nous confirmer que vous nous entendez par un petit commentaire dans le chat. Donc, on est sur la version live de Teams, donc vous n'avez pas accès à la parole sur cette version-là, mais par contre, n'hésitez pas à laisser vos commentaires tout au long de la présentation, parce qu'il y a un léger différé entre le direct et ce que vous entendez, pour qu'on puisse reprendre les commentaires au fur et à mesure, et puis se garder un temps de questions à la fin de la présentation. Voilà. Donc je démarre. L'autonomie protéique, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, alors pour plusieurs raisons. On en entend parler parce qu'il y a une réelle demande aujourd'hui d'un point de vue, que ce soit sociétal ou même au niveau des agriculteurs, pour réduire leur dépendance aux correcteurs azotés, et notamment aux tourteaux, colza, soja, etc., qu'ils soient importés ou qu'ils soient produits en France ou en Europe, couplés à de nombreuses attentes de consommateurs qui souhaitent aussi voir réduire les importations de soja, notamment d'Amérique du Sud, bien souvent. Et puis donc aujourd'hui, ça se matérialise par des cahiers des charges dans certaines laiteries, donc plus ou moins exigeants sur différents points. Donc on a aujourd'hui maintenant un nombre significatif de cahiers des charges où les tourteaux OGM sont interdits dans les rations des vaches laitières. Si on prend la problématique du bio, globalement, c'est l'accès aux correcteurs azotés qui est français, qui est un petit peu plus compliqué encore, avec des prix qui sont parfois assez élevé par rapport au prix du litre de lait. Voilà, donc tout ça fait globalement que aujourd'hui, enfin depuis quelques années maintenant, beaucoup de questions se posent autour de l'autonomie protéique dans les rations de vaches laitières. Et donc nous, on a fait le choix de traiter cette thématique-là via le levier des fourrages, graminées et légumineuses, et donc voir dans quelle mesure on pouvait, en augmentant la part de fourrage riche en protéines, dans quelle mesure on pouvait augmenter son niveau d'autonomie à l'échelle de la ration. Donc, pour vous présenter un petit peu quelques résultats là-dessus, on va discuter de complémentarité entre maïs fourrage et puis différentes formes de luzerne, ensilées, enrubannées, etc. Et puis d'autres types d'essais où on a été un petit peu plus loin dans les niveaux d'incorporation d'herbes, donc où on va retrouver des rations type maïs épi luzerne, maïs épi ensilage d'herbes préfanées, etc. Voilà. Globalement, aujourd'hui, une ration vache laitière, c'est de l'énergie et des fibres qui sont majoritairement quand même apportées par le maïs fourrage aujourd'hui dans la ration moyenne française, et puis des protéines en grande partie achetées, soit bien souvent sous forme de tourteaux, donc que ce soit tourteaux de soja, colza, etc. Et puis une part d'herbe plus ou moins variable suivant les types d'exploitation.
sous forme, alors dans les rations hivernales, sous forme d'ensilage d'herbes conservées ou d'enrubanage bien souvent, donc pour apporter finalement un complément de protéines et de fibres, et puis plus ou moins d'énergie suivant l'espèce sur laquelle on se trouve, et puis le stade de récolte, bien entendu. Bien sûr, dans tout ça, il faut prendre en compte qu'on a un espace contraint qui est l'heure humaine, donc une capacité d'ingestion qui est restreinte, et donc on va le voir à la suite, mais il est compliqué de travailler avec des fourrages à la fois encombrants et puis riches en fibres pour limiter la part de correcteurs azotés dans les rations. Sur le papier, déjà, si je reprends un petit peu les valeurs alimentaires, donc ici on a sur ce graphe-là, on a les valeurs énergétiques, donc exprimées en UFL en fonction des valeurs protéiques, donc ici les PDIE, donc de différents types de fourrage, et puis vous retrouvez à droite la cible là pour une ration vache laitière. Donc globalement, le maïs fourrage, on le retrouve ici, en moyenne interannuelle autour de 0,92 UFL par kilo de matière sèche, et puis un peu plus de 65 grammes de PDIE par kilo de matière sèche. Donc globalement, on voit que le maïs fourrage, clairement, il est un bon pourvoyeur d'énergie pour une ration vache laitière. Par contre, on est assez loin de la cible d'un point de vue équilibre protéique. Donc, rien de neuf jusque-là. Et puis, si on souhaite un petit peu réduire nos parts de tourteaux dans les rations, donc en incorporant de l'herbe de qualité, globalement, on a beau travailler de l'herbe riche en protéines, globalement, maïs fourrage plus herbe, on aura du mal à atteindre les recommandations pour une ration vache laitière, et ce d'autant plus que le niveau de production va être élevé. Voilà, donc sur les graminées, globalement, ici vous avez un petit peu une ellipse moyenne de ce qu'on peut retrouver un petit peu dans la nature sur du RGI en dérobé récolté assez précocement. Donc globalement, on est sur des niveaux largement atteignables en termes d'énergie par rapport à l'objectif de rationnement. Donc les 0,85 UFL par kilo de matière sèche, ils sont largement atteignables en étant sur des stades de récolte précoces, donc plutôt courant montaison. Et puis sur des luzernes là, dont on va voir le rationnement ensuite, on est un petit peu plus carencé en valeur énergétique, donc par rapport à ce type de graminées type RGI, et puis on va retrouver en moyenne une valeur protéique un petit peu plus élevée. Donc voilà, globalement dans les essais qu'on a pu faire pour tester la complémentarité maïs fourrage et donc ensilage de luzerne dans les rations, donc sous forme luzerne sous forme ensilée ou sous forme enrubanée. Globalement, donc on a affaire à deux fourrages qui prennent une certaine place dans le rumen, donc qui sont plus ou moins encombrants, et donc dans les différents essais qui avaient été faits donc sur la station des Trinotières et puis de la Jaillère, donc on avait testé différentes parts de luzerne dans les rations, donc de l'ordre de 15% jusqu'à 30-35%. Et donc globalement, donc malgré des complémentations énergétiques corrigées avec les régimes à base de luzerne, donc corrigées avec du blé notamment, on a du mal à maintenir donc les performances zootechniques. Donc en quelques chiffres, alors c'est des évolutions qui n'étaient pas forcément significatives en termes de lait, mais globalement la tendance est plutôt à la baisse en termes de production de lait corrigé en augmentant la part de luzerne dans les rations.
Et d'un point de vue économique, on s'y retrouve. Alors d'un point de vue autonomie, on a des grosses marges de progrès en passant de 15-20 à 30-35% de luzerne dans les rations. Donc vous avez dans le petit tableau de droite les économies quantitatives de tourteaux de colza là, qui avaient été utilisés pour corriger ces rations-là. Donc on peut voir qu'on peut réduire significativement les parts de correcteurs azotés dans les rations en incorporant de l'herbe de bonne qualité, donc de l'ordre de moins 40, de moins 30 à plus de moitié. Mais par contre, d'un point de vue performance zootechnique et puis d'un point de vue économique, ça ne suit pas forcément de manière très corrélée derrière. Et donc l'optimum qu'on avait pu définir dans ces essais-là, il était plutôt de l'ordre d'une incorporation de 15% d'herbe dans les rations. Voilà. Donc, les questions qu'on a pu se poser par rapport à ça, c'est OK, à 15-20% de luzerne dans mes rations, j'arrive à maintenir mes performances économiques à l'échelle de mon système de production. Au-delà, j'ai tendance à le dégrader un petit peu. Quelle solution je peux mettre en œuvre finalement pour déplafonner ma part d'herbe ou de luzerne dans des rations hivernales, tout en maintenant les performances zootechniques et économiques à côté. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est intéressé un petit peu aux autres formes de maïs, donc plus riches en énergie et puis moins encombrantes, donc pour complémenter des fourrages riches en protéines mais assez fibreux et potentiellement un peu plus encombrants que le maïs fourrage. Et donc vous retrouvez le même graphique là, avec une échelle un petit peu différente et puis les différentes formes de maïs notamment qu'on va pouvoir utiliser. Donc un maïs en coupe haute sur lequel on va un petit peu gagner en énergie et en encombrement. Et puis donc le maïs épi, voire le maïs grain humide. Alors nous on a fait le choix plutôt de travailler avec le maïs épi pour des questions logistiques, si je puis dire, dans le sens où c'est un bon compromis entre la récolte finalement, la qualité de conservation et puis la valorisation. Et donc sur le papier, quand on met cela au regard de notre cible toujours pour l'équilibre d'une ration vache laitière, eh ben, globalement, on peut voir déjà qu'on s'en rapproche et potentiellement avec des fourrages de très bonne qualité protéique, on pourrait quasiment atteindre la cible avec pas ou assez peu de correcteurs azotés. Donc c'est ce qu'on va voir dans les résultats d'essai ensuite. Donc d'abord un petit mot sur le maïs épi. C'est pas un fourrage qui est forcément connu de tout le monde et qui n'est pas forcément récolté dans toutes les régions de France. Donc qu'est-ce que c'est le maïs épi? Donc c'est une récolte des épis complets. Donc ce qu'on entend par épi complet, c'est le grain, la rafle et puis les spattes. Donc c'est récolté avec une ensileuse classique sur lequel on a monté un cueilleur à maïs. Peut-être bien rappeler quelques fondamentaux pour la récolte du maïs et notamment bien faire attention à l'éclatement du grain, donc ce qui implique des réglages assez stricts en termes de longueur de coupe et puis d'écartement entre les éclateurs. Alors quel stade de récolte on va viser pour un maïs épi? Donc l'objectif il est de maximiser le rendement au niveau de l'épi et donc le rendement du grain, tout en maintenant un fourrage apte à la conservation par ensilage. Donc l'objectif qu'on peut retenir, il est de viser à peu près le stade 35% d'humidité du grain. Donc ça correspond à peu près à 50 à 60% de la matière sèche pour l'épi complet. Donc il y a de la variabilité qui est liée notamment à la proportion de grains par rapport au reste de l'épi.
Et donc, pour donner un autre repère peut-être, ce 50-60% de matière sèche épi, il correspond à un 42-45% de matière sèche plante entière, pour se le représenter. Et donc, en termes de delta par rapport à un maïs fourrage pour la récolte, donc le stade épi, là, 35% d'humidité du grain, il correspond à peu près à plus ou moins donc 200, enfin plus 200 pardon, degrés jour, plus ou moins 50 degrés, par rapport au stade plante entière à 32-33% de matière sèche. Donc concrètement, suivant les zones, les secteurs et puis les conditions climatiques, ça va de 10-15 jours jusqu'à un mois, voire un bon mois, après la récolte, donc plante entière au stade 32-33% de matière sèche. Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de rendement récolté? En moyenne, dans les essais qu'on a pu faire, on est en moyenne autour de 60-65% de la biomasse du plante entière à 32-35 de matière sèche. Ça veut dire que des années plutôt favorables avec un bon remplissage du grain, on peut monter même un peu au-delà de 65 jusqu'à quasiment 70% du rendement plante entière. Et puis des années un petit peu plus compliquées, on peut être à peine à 60, autour de 55-60% du rendement plante entière. En termes de stockage et de conservation, donc il y a on retrouve différents types de stockage aujourd'hui en ferme. Donc le principal étant donc le silo classique, hein, donc silo couloir ou dalle bétonnée, mais on retrouve aussi du maïs épi en gaine souple, hein, donc en boudin, voire en balle enrubanée aussi. Donc là, sur des coûts de stockage qui vont être par contre un petit peu plus élevés. Donc en deux mots sur l'aspect stockage, conservation, donc c'est un fourrage qui a une teneur en glucides solubles, en sucre soluble qui est encore suffisante pour l'acidification du fourrage. Alors on est dans des conditions un petit peu moins favorables qu'un maïs plante entière parce qu'on va avoir une teneur en sucre qui va être un petit peu moins importante, une matière sèche un petit peu plus élevée à la récolte, donc une acidification un petit peu plus lente. Ça implique un pH aussi, un pH un petit peu plus élevé que le maïs fourrage, mais globalement, la composition chimique du fourrage, sa teneur en sucre et puis son pouvoir tampon permet une acidification suffisante du fourrage. Le gros point d'attention qui fait parfois défaut en ferme, c'est le dimensionnement du silo. Donc bien avoir en tête qu'un mètre cube de maïs épi, on est c'est quelque chose de l'ordre de 400 kg de matière sèche par mètre cube. Aujourd'hui, en exploitation laitière, il est majoritairement utilisé quand même en complément du maïs fourrage. Donc pour situer notamment une partie de la VL, donc c'est des quantités distribuées journalières qui sont pas forcément très élevées, et donc la principale crainte au niveau du silo de maïs épi, ça va être la reprise d'échauffement un petit peu à l'ouverture, et notamment en lien avec des vitesses d'avancement assez faibles. Donc pour rappel, l'objectif il est en termes d'avancement, il est minimum de 10-15 cm en hiver, et puis 20 voire 25 cm quand il fait plus chaud en été. Voilà, donc la densité, c'est en moyenne à la louche à peu près 2 fois celle du maïs fourrage. Donc elle dépend de plusieurs facteurs, hein, de la finesse de hachage et d'éclatement des grains. Elle dépend de la teneur en matière sèche du fourrage, de l'intensité du tassage bien sûr. Et donc ici dans le petit tableau, là on vous a remis des équivalences, un petit peu des données moyennes qu'on a pu mesurer sur notre station, sur nos stations pardon, ou qui sont issues de la biblio. Donc en moyenne, on peut retenir le chiffre de 400 kg de matière sèche par mètre cube, avec quand même un certain écart type suivant les différents paramètres précédemment cités.
Donc d'un point de vue de composition chimique, finalement, qu'est-ce que c'est le maïs épi? C'est un mélange homogène d'amidon plutôt d'abord et de parois cellulosiques. Il faut bien avoir en tête que c'est un aliment qui est rapidement dégradable dans le rumen aussi, on va voir ça juste après. Donc, d'un point de vue composition, si je reprends les principaux paramètres, donc le maïs épi, c'est en moyenne 9% de cellulose brute, 8% de matière azotée, 60-65% d'amidon, plus d'une UF. Alors, l'UFL est pas très précise forcément sur le maïs épi, il y a quand même quelques incertitudes. Et puis, voilà une valeur PDI de l'ordre de 75-80 grammes par kilo de matière sèche. Donc, on peut retenir que c'est à peu près 3 fois plus riche en cellulose qu'un maïs grain humide, par exemple. Donc, potentiellement un petit peu plus sécurisant d'un point de vue fibre. Et puis, par contre, donc à peu près 2 fois plus riche en amidon qu'un maïs plante entière, et donc forcément un petit peu moins riche qu'un maïs grain humide ou qu'un maïs grain sec, étant donné qu'on a récolté une partie des spates et puis la raf. Bien avoir en tête que c'est un aliment qui est plutôt quand même rapidement dégradable, le maïs épi. Donc il y a bien souvent des confusions qui sont faites avec le maïs grain sec. Donc je vous ai remis ici quelques cinétiques de dégradabilité de l'amidon de différents aliments. Donc un petit peu la référence assez connue, le blé en haut en rouge, donc un aliment rapidement dégradable. Et puis après, pour notre maïs, donc sous forme plante entière, épi ou grain humide, globalement on a un gradient qui est assez lié au stade de maturité du grain, et à la matière sèche du grain. Donc on va retrouver un petit peu de variation là. Donc on a notre maïs épi en moyenne qui est sur la petite courbe noire là, juste au-dessus de la jaune, et puis quand même une certaine variabilité, alors qu'on a là représenté sur le maïs grain humide, selon qu'on soit sur des niveaux plus ou moins élevés d'humidité du grain à la récolte. Donc bien retenir que le maïs épice, ça reste plutôt une source d'amidon rapidement dégradable, moins dégradable qu'un blé bien sûr, mais plus rapidement dégradable qu'un maïs grain sec ou qu'un maïs grain humide ensilé plutôt sur la tranche basse en termes d'humidité du grain. Donc aujourd'hui, en termes d'utilisation, on le retrouve principalement utilisé en complément énergétique de la ration, hein, que ce soit sous forme épi ou grain humide. Plus rarement sous forme de complément énergétique principal, il complète souvent le maïs fourrage. Et donc nous, dans les essais qu'on a menés ensuite, on s'est plutôt attaché à regarder globalement si le maïs épi pouvait être un aliment qui pouvait substituer le maïs fourrage, donc pour l'apport énergétique principal de la ration, donc avec un encombrement moindre qu'on pouvait compléter par du coup plus de fourrage prairiaux ou de luzerne dans les rations. Un mot quand même sur la récolte de l'herbe. Donc avant tout, un bon ensilage d'herbe, et ce peu importe l'espèce, c'est un compromis entre stade de récolte et rendement. Alors ici, je vous ai remis un exemple de l'évolution des teneurs en MAT et en UF, donc d'un RGI non alternatif. Donc en fonction du stade et puis du niveau approximatif de rendement. Donc on voit que sur ce type de graminées, globalement, on a un décrochage quand même assez marqué en termes de valeur, donc déjà à peu près une semaine avant épiaison. Donc si on cherche à aller vraiment chercher une valeur optimale en termes d'énergie et puis de protéines sur ce type de fourrage, on va plutôt viser donc un stade de récolte courant montaison, donc des équivalents 2-3 tonnes de matière sèche à l'hectare.
pour des animaux, et ce d'autant plus que les animaux sont hauts productifs. Peut-être un petit commentaire sur ce qu'aurait été ce même graphique pour des légumineuses. Si je prends du trèfle blanc par exemple, vous avez globalement des valeurs énergétiques et protéiques notamment qui se maintiennent un petit peu mieux dans le temps, et notamment ça présente notamment un intérêt assez significatif pour pour maintenir une qualité un petit peu plus constante dans le temps, et notamment si on est piégé sur le stade de récolte, ou si on n'a pas les conditions pour y aller au bon moment. Et donc, en parlant de conditions de récolte, c'est assez important de bien avoir ça en tête, mais pour bien valoriser son ensilage d'herbe, le préfanage est assez indispensable. Donc, on recommande des teneurs en matière sèche de l'ordre de 35% pour les graminées et 45% pour les légumineuses. Donc, pour assurer à la fois une bonne qualité de conservation, ça veut dire pas trop humide pour éviter les jus donc au silo, donc les pertes d'éléments rapidement digestibles et facilement digestibles par les ruminants, tels que des sucres solubles, de l'azote soluble, et puis suffisamment élevé en matière sèche pour limiter également la protéolyse et donc préserver la qualité de la protéine. Donc concrètement, on a mis 2 essais en place donc en 2017 et 2020 donc pour tester la complémentarité du maïs épi et de la luzerne ou de l'ensilage d'herbe donc réalisé précocement. Donc en 2017, on a complémenté donc par rapport à un témoin à base maïs fourrage, on a réalisé deux lots expérimentaux. Donc l'un en maïs épi plus luzerne d'ensilé. Donc on était sur des qualités de luzerne qui étaient plutôt élevées, donc avec des valeurs énergétiques supérieures à 0,8 UFL et puis des teneurs en MAT de l'ordre de 22%. Et puis on a fait un autre lot un peu plus mixte, on le verra tout à l'heure, où on a complémenté luzerne ensilé et luzerne DESI. Et puis en 2020, là, on a travaillé sur des régimes base maïs épi plus ensilage d'herbe, donc avec des ensilages d'herbe assez qualitatifs en termes énergétiques, donc récolte précoce 2019, donc des teneurs en sucre notamment très élevées, des teneurs en énergie élevées et des teneurs en MAT un petit peu moindres, enfin moyenne à bonne là de l'ordre de 16-17% de MAT. Donc concrètement, quelles ont été les rations mises en place et pour quel type d'animaux? Donc notre témoin, il est resté assez constant sur les 2 années d'essai. Donc c'était un témoin donc base assez classique par rapport à ce qu'on peut retrouver en ferme conventionnelle aujourd'hui. Donc base maïs fourrage et puis complémenté par à peu près 15% d'herbe sous forme ensilée ou enrubanée, et puis complémentation blé, colza et alimentanée. On a eu un premier lot expérimental intermédiaire, donc sur lequel on a associé ensilage de maïs plante entière, ensilage de maïs épi, donc qui a notamment substitué le blé, et puis donc de l'ensilage d'herbe, à peu près 30% d'ensilage d'herbe préfané. Et puis un troisième lot sur lequel on a complètement supprimé l'ensilage plante entière, donc sur lequel on a incorporé à peu près 30% de maïs épi donc en matière sèche, et puis 50% d'ensilage d'herbe. Donc pour info, c'est les animaux qui ont reçu ces régimes-là. Là, c'est donc des vaches laitières de race Primolstein qui avaient en moyenne à peu près 150 jours de lactation en milieu d'essai pour des niveaux de production de l'ordre de 28 kg pour des primipares, et puis 34 kg pour les multipares. Les rations épi et luzerne qui avaient été distribuées, donc on a un témoin assez proche, sauf que c'était de la luzerne à la place de l'ensilage d'herbe. Des animaux un petit peu plus avancés en stade, là on était à 210 jours de lactation en moyenne, donc des niveaux de production en absolu un petit peu moins élevés par rapport au régime précédent.
Un premier régime expérimental dans lequel on a essayé d'intégrer le maximum de fourrage humide, donc de l'ensilage de maïs épi, ensilage de luzerne, donc ce qui a représenté 85% de la ration, et puis donc complémenté avec un petit peu de pulpe de betterave et l'équivalent d'1 kg brut de tourteau de colza. Et puis un lot un petit peu plus atypique, un régime un peu plus atypique, plutôt pour tester notamment l'effet qualitatif, qualité de la protéine sur de la luzerne DAISY, dans lequel on a substitué moitié de la luzerne ensilée par de la luzerne déshydratée. Donc l'objectif, quand on a équilibré ces différents régimes, ça a été de trouver des points de comparaison, notamment sur les teneurs en glucides fermentés cibles, en amidon et ou sucre soluble, et puis en fibres. Donc ici, on a repris l'indicateur de la cellulose brute, et puis avoir des choses comparables en termes de PDI. On a un petit peu moins regardé l'aspect UF parce qu'on a des valeurs qui sont pas très bien connues, notamment pour le maïs épi. Donc on s'est plutôt basé sur des critères de comparaison chimiques. Donc dans les essais de 2020 là, sur les rations à base d'ensilage d'herbe, on était sur des rations qui contenaient de l'ordre de 22% d'amidon plus sucre soluble dans les rations, et puis des équilibres autour de 16,5-17% de cellulose brute. Dans les rations luzerne, on était sur des équilibres à peu près équivalents. Globalement, une valeur énergétique a priori un petit peu plus faible, notamment du fait de l'utilisation de la luzerne dans les rations. Alors, qu'est-ce qu'on a mesuré lors de ces différents essais? Donc, on s'est attaché à mesurer bien sûr les consommations des différents aliments, fourrage et concentré, leur valeur alimentaire, et puis les qualités de conservation des différents fourrages. On a caractérisé physiquement aussi les fourrages, les rations par des tamisages, etc. Et puis en retour, on a mesuré également au niveau des animaux, donc les quantités et puis les qualités de lait produit. On s'est aussi intéressé à la composition un petit peu plus fine du lait, notamment les acides gras. On a mesuré également donc les poids, les reprises de poids donc au cours des essais des animaux, et puis on a fait des dosages dans les bouses, et notamment sur l'amidon, parce qu'on avait quelques interrogations sur la valorisation de l'amidon du maïs épi, et puis potentiellement de ce qui pouvait être gaspillé. Alors, quelle performance zootechnique on a obtenue? Donc, si je me consacre tout d'abord aux essais épi plus herbe ensilée, globalement, l'introduction de 30 à 50% d'herbe dans les rations en complément du maïs épi a permis de maintenir les performances en termes de production laitière. Donc, on a des niveaux de production qui sont équivalents, qui ne sont pas significativement différents en tout cas, et qui sont très proches. Par contre, on a observé une baisse assez importante des taux. Donc, en tendance sur le TB, donc de l'ordre de 4-5% de baisse, donc ça fait à peu près à peine 2 points. Et puis on a perdu aussi sur le TP, et ce d'autant plus qu'on avait une part d'herbe élevée dans les rations. Et donc là, c'est significatif pour le lot 50% herbe. Deux autres petits paramètres qui peuvent ensuite expliquer certains résultats. En termes de taux d'urée, on a retrouvé des taux d'urée un petit peu plus faibles dans les rations avec beaucoup d'herbe. Alors, c'était pas forcément instinctif parce qu'on était quand même sur une herbe bien préfanée, mais qui contenait quand même à peu près 65% d'azote soluble par rapport à l'azote total. Donc on aurait pu imaginer un gaspillage potentiellement assez important, et donc retrouver plus d'urée dans le lait. Ça n'a pas été le cas. Et petit point d'alerte quand même aussi sur ces résultats-là, c'est la reprise de poids au cours de l'essai, où on a constaté du coup une reprise de poids bien moins importante, voire quasiment nulle pour le lot maïs épi plus 50% d'herbe. Donc ces résultats-là,
ça milite quand même pour, a priori, une moindre valorisation de l'apport énergétique de la ration. Alors quantitativement, de toute manière, il y a eu un petit peu moins d'UF apporté parce que la matière sèche ingérée est un petit peu moins importante avec les lots expérimentaux. C'est plutôt cohérent du coup avec une reprise d'état faible et puis un TP qui a plutôt tendance à aller à la baisse. Donc plusieurs facteurs d'explication qui ne sont pas forcément statués aujourd'hui, mais donc potentiellement, outre la quantité d'UF apportée, peut-être une surestimation de la valeur UFL de certains fourrages, notamment le maïs épi. Donc sur cet essai-là, on a eu peut-être un éclatement du grain à peine assez suffisant sur ce fourrage-là. L'herbe peut poser question aussi. On était sur un ensilage d'herbe assez atypique, 23-24% de sucre soluble à la récolte, encore 12-13% après fermentation. Donc c'est des fourrages un petit peu atypiques, donc qui potentiellement peuvent être sur en limite, on va dire, de gamme de validité peut-être par rapport aux équations de prédiction de valeur alimentaire. Donc, en tout cas, a priori, une moindre valorisation énergétique sur nos lots expérimentaux. Sur les lots luzerne, donc en termes de production laitière, on retrouve les mêmes choses, des niveaux de production qui sont maintenus avec l'incorporation de 50% de luzerne dans les rations. L'aspect luzerne DESI a permis de booster un petit peu plus l'ingestion, donc c'est assez logique. Et donc là, comme sur nos rations à base de maïs épi et d'herbe, on a retrouvé globalement significativement moins de matière utile dans le lait, donc des taux protéiques et butyreux qui ont significativement été impactés par les régimes alimentaires. À noter que dans ces essais-là, par contre, on n'a pas eu d'effet sur la reprise de poids des animaux. Donc on a des GMQ qui sont même supérieurs, mais pas significativement différents. Au niveau des taux durés, là on retrouve des choses auxquelles on pouvait s'attendre un petit peu plus, donc plus durée sur le lot avec beaucoup d'ensilage de luzerne. Donc là aussi, malgré le préfanage, une qualité de protéines qui reste majoritairement soluble finalement. Et puis un petit peu moins avec la luzerne DESI, donc qui permet de mieux préserver la qualité de la protéine. Peut-être un paramètre d'explication entre notre lot épilus par rapport aux témoins et puis nos deux lots 30% d'herbe et 50% d'herbe ensilée. Dans nos rations donc base ensilage d'herbe, on avait aussi une quantité de glucides rapidement fermentés cibles assez importante entre le maïs épi et puis l'ensilage d'herbe. Donc on peut imaginer qu'on a quand même réussi à bien valoriser l'azote soluble qui était contenu dans l'ensilage d'herbe, ce qui était peut-être un petit peu moins le cas sur les rations luzerne. Donc globalement, à retenir des niveaux de production qui sont maintenus en incorporant donc beaucoup d'herbes dans les rations avec le maïs épi, mais par contre des taux qui baissent significativement, donc que ce soit le TB ou le TP. Un point sur la composition fine du lait, c'était un point qu'on voulait s'attacher aussi à vérifier. Et donc là, les conclusions sont assez homogènes dans les deux essais, à savoir qu'en augmentant la part d'herbe ou de luzerne dans les rations, on augmente donc significativement la teneur notamment en oméga 3, donc acide gras assez recherché aujourd'hui en nutrition humaine, et ce d'autant plus que la part d'herbe incorporée est importante dans les rations, et puis encore plus avec des luzernes, donc des légumineuses en général qui présentent des teneurs en oméga 3 plus importantes.
On a aussi donc une augmentation du C18.3, ce qui est assez logique. Et donc un autre ratio qui est assez regardé en nutrition humaine, c'est le rapport oméga 6 sur oméga 3. Donc l'objectif, c'est d'être le plus bas possible et inférieur à 4 sur l'équilibre, 4 à 5 sur l'équilibre d'une ration humaine, si je puis dire. Et donc là, on a aussi des baisses significatives de ce ratio-là, donc avec les régimes expérimentaux, donc ce qui est du coup positif. Un point d'attention, et puis pour confirmer les réflexions qu'on a eues sur les diapos précédentes, c'est bien faire attention à l'éclatement des grains du maïs épi. Donc, nous, en l'occurrence, le cru de maïs épi 2019. Donc, compliqué de faire du maïs épi dans notre région en 2019 parce que l'année était très compliquée et globalement, il y en a eu très peu de faits. Donc, on n'a eu qu'une vieille machine pour pouvoir récolter notre maïs épi sur laquelle on n'a pas pu faire les réglages tout à fait adéquats. Et on peut imaginer qu'on l'a payé assez cash quand même dans les essais, dans le sens où vous avez là les teneurs en amidon des bouses, en pourcentage de la matière sèche. Donc sur le lot témoin, on est à moins de 1%. Et puis on monte à 3 voire 4% sur les lots 30 et 50% d'herbe. Donc ça, c'est des équivalents 200 à 300 grammes d'amidon perdus dans les bouses chaque jour et donc qui sont pas valorisés par les animaux. Et pour info, sur les essais maïs épi luzerne, on n'avait pas retrouvé ces gaspillages d'amidon dans les bouses. Donc on l'attribue quand même principalement à un effet qualité de récolte. Alors, ces différentes rations, ces différents régimes expérimentaux, qu'est-ce qui nous permettent de gagner en termes d'autonomie? Donc, je vous ai remis dans le tableau les niveaux d'autonomie massique, énergétique et puis protéique azotée, là exprimé en pourcentage de MAT. Donc globalement sur nos régimes à base d'ensilage d'herbe déjà, donc on voit que passer de 15 à 30 puis 50% d'herbe dans les rations, et ben on peut diviser à peu près par 2 notre quantité de correcteurs azotés pour produire 1000 kg de lait à 4% de matière grasse. Et puis en termes d'autonomie azotée, on est passé de l'ordre de 50-55% à peu près 72%. Donc on a un gain qui est quand même assez considérable, et puis encore plus important sur des rations à base de luzerne ou du coup avec un fourrage plus riche en protéines, où là donc on a drastiquement diminué les quantités de correcteurs azotés distribués, et donc là sur le lot à 50% de luzerne ensilée, on a divisé à peu près par 3 voire un peu plus les quantités d'aliments azotés, et voire on les a supprimés avec le lot maïs épi plus luzerne plus luzerne DESI. Donc si j'inclus notamment la luzerne DESI en aliment autoproduit, ce qui peut être critiquable là, on peut atteindre des niveaux d'autonomie en protéines de l'ordre de 90-95%, ou à minima retenir les 87-88% pour le lot épi luzerne. Donc en clair, l'objectif il est quand même clairement atteint, où on voit qu'on peut clairement augmenter et améliorer le niveau d'autonomie protéique notamment, donc dans les rations, en maintenant des niveaux de production à peu près équivalents. Qu'est-ce que ça dit d'un point de vue économique? Donc c'est des chiffres qui restent critiquables parce que il y a des coûts de fourrage qui sont pas forcément bien connus et sur lesquels on est encore en train de travailler, comme le maïs épi là par exemple. Donc ici pour donc les coûts des aliments et des fourrages, je vous ai repris des moyennes 2015-2020. Donc les coûts des fourrages, c'est issu de PEREL, donc c'est des coûts de fourrage
récolté et avec le coût de stockage compris, donc hors main-d'œuvre. Et puis pour les aliments concentrés, donc c'est source Agreste, donc sur les campagnes 2015-2020. Donc globalement, sur nos rations là à base d'herbe ici, l'introduction de plus d'herbe dans les rations a permis de légèrement diminuer le coût de ration en euros par vache et par jour. Et au millilitre de lait. Pour autant, on a une plus-value qui est quand même bien moins importante sur les taux. On a une forte pénalisation quand même TBTP, ce qui fait qu'en marge sur coût alimentaire, on se retrouve plutôt un petit peu en dessous, bien que les différences soient pas énormes, mais on a plutôt un petit point négatif sur cet aspect-là. Et puis, donc même chose sur nos rations luzerne, où pour le coup, on a ici un coût de ration qui est un petit peu plus élevé, donc un fourrage qui coûte quand même, qui coûte cher à produire. Et puis là aussi, une pénalisation assez forte sur les taux, hein, sur le TB, le TP, qui fait qu'ici, on s'y retrouve à peine en termes de marge sur coût alimentaire. Donc ça considère aucune plus-value particulière sur la qualité du lait ou sur le mode de production du lait avec ou sans OGM. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différents essais-là? Globalement, c'est le maïs sur le maïs épi, c'est bien le considérer comme un concentré, hein. Pour rappel, on est sur un amidon qui reste quand même assez rapidement dégradable dans le rumen, bien que la teneur en fibres soit un petit peu plus importante. Donc c'est un aliment un peu plus sécurisé qu'une céréale à paille ou qu'un maïs grain humide, mais ça reste rapidement dégradable au niveau ruminal. Le maïs épi, c'est un bon compromis en termes de logistique, en termes de récolte, de conservation, de rendement. On a globalement une facilité à la récolte, hein. On va avoir besoin de moins de bennes, on va avoir un débit de chantier qui va être tout à fait correct, et puis un fourrage qui va être facile à conserver sous forme d'ensilage. On est sur un compromis de l'ordre de 60-65% du rendement plante entière, et puis donc la facilité de reprise aussi lors de la distribution, donc en silo couloir. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher la pelle comme parfois pour du maïs grain humide en boudin par exemple. Et puis c'est un fourrage qui semble, fourrage ou concentré qui semble globalement bien valorisé par les vaches laitières, bien veillé par contre à l'éclatement des grains, donc au réglage ensileuse lors de la récolte. Donc c'est un point qui semble quand même assez important, avec derrière des conséquences assez fortes en termes de perte d'amidon fécal. Des choses encore à creuser, à investiguer sur notamment la chute des taux du lait. Donc plusieurs pistes, hein, bien sûr, mais pas forcément une qui se dessine trop. Donc à mettre en lien avec les apports énergétiques, la valorisation de l'énergie, peut-être les profils en termes de qualité de protéines, de part d'azote soluble dans les rations, des équilibres aussi à vérifier sur les acides aminés, les teneurs en méthionine, etc. En tout cas, retenir que le maïs épi est globalement bien valorisé en association avec une herbe de qualité. Donc, qui dit herbe de qualité, ça doit être une herbe quand même bien préfanée, donc pour favoriser notamment la préservation de la qualité du fourrage, et puis donc préférer des sources plutôt d'amidon lente s'il faut encore complémenter ces rations-là. Concernant les ensilages d'herbe, donc sur ces essais-là, on a vu que malgré le préfanage, on avait encore des niveaux de solubilité d'azote assez importants, hein, de l'ordre de 60% d'azote soluble. Donc c'est des teneurs assez élevées. Donc ça implique alors, dans le système 2007 des écarts PDIN, PDIE assez importants, et ce d'autant plus que le fourrage est récolté plutôt humide à la récolte.
Donc bien viser un niveau de préfanage suffisant. Donc c'est l'avantage de la luzerne DAISY notamment, où on va avoir un meilleur équilibre PDIN-PDIE. On l'a vu au niveau des taux d'urée, un petit peu moins de perte d'azote dans le lait, mais par contre un fourrage qui coûte un petit peu plus cher à produire forcément. Donc en conclusion, on a aussi réussi donc à faire baisser drastiquement les quantités de correcteurs à azoter en maintenant des niveaux de production de régimes, enfin proches des régimes témoins, des régimes témoins assez classiques, donc des baisses de l'ordre de moins 50 jusqu'à moins 50%, voire un petit peu plus de correcteurs azotés. Et puis bien retenir aussi l'amélioration de la composition fine du lait, donc plus d'acides gras d'intérêt, d'oméga 3 notamment, et puis donc un rapport oméga 6 sur oméga 3 diminué. Donc potentiellement, il faut avoir en tête aussi que demain, si ce type de critère-là est inclus dans le prix du lait, ça peut faire pencher un petit peu la balance au niveau économique aussi. Voilà, donc pour information, on a prévu d'investiguer un petit peu plus ces essais-là. Donc déjà, on va répéter le dernier essai, la complémentarité maïs-épi et ensilage d'herbe en 2021, donc avec des nouveaux crus de fourrage et peut-être un ensilage d'herbe qu'on peut qualifier de plus classique, hein. Donc récolté début 2019, et puis donc on a prévu ensuite, quand on aura consolidé un petit peu ces résultats-là, de proposer une synthèse économique à l'échelle du système, parce que outre les aspects marge sur coût alimentaire, bien sûr il y a des impacts au niveau assolement, temps de travail, matériel, etc., qui sont quand même conséquents, donc il faut bien sûr en tenir compte. On va aussi s'attacher à préciser un petit peu la dégradabilité du maïs-épi, la dégradabilité ruminale du maïs-épi. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez mal connu quand même, et donc depuis 2017, on a pu récolter différents types de maïs-épi. Donc l'idée, ça va être d'aller explorer la variabilité qu'on a pu récolter en termes de stade de maturité du grain, en termes de l'effet année, hein, en termes de durée de conservation aussi, et puis de type de grain, donc de génétique plutôt à grain denté ou à grain corné. Et puis pour la suite des années suivantes, on a aussi prévu d'aller étudier la complémentarité des MCPI, donc des mélanges céréales protéagineux immatures, donc riches en protéagineux, donc dans la même idée, hein, apporter le maximum de protéines et puis de fibres via le fourrage. Donc ici le MCPI, et puis en complémentarité toujours du maïs-épi, donc dans nos rations vaches laitières. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc Anthony va en faire la synthèse, ou on a déjà fait la synthèse au fur et à mesure sur le chat. Et donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant. Je vous rappelle qu'il y a un petit décalage après, donc n'hésitez pas à les poser au plus vite. Ouais, Hugues, il y a eu quelques questions, il y a même pas mal de questions. Merci pour toutes ces questions-là. Pour certaines, j'ai pu donner des éléments d'information, et il en reste deux en suspens. La première, enfin pour l'instant du moins, la première, c'est concernant la diapo 9 sur la cinétique de dégradation de l'amidon. On était pour quelle durée post-récolte, donc quelle durée de conservation? La question qu'il y a derrière, c'est dans quelle mesure pour chacun des aliments, du maïs-épi ensilé, plante entière, etc., l'effet durée de conservation va faire varier la dégradation dans la cinétique que tu nous présentais. Oui, alors je les ai pas tous en tête, hein, les durées de conservation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que entre un maïs-épi récolté en verre et un maïs-épi fermenté, l'évolution principale, la majeure partie de l'évolution de la dégradabilité va se faire sur les 60 premiers jours après conservation. Donc c'est vraiment sur ces 60 premiers jours où, entre notre fourrage vert et puis notre fourrage fermenté, donc 2 mois, on va avoir le gap le plus important.
Là, je ne saurais pas vous dire combien de temps c'était. En tout cas, c'était des échantillons qui étaient conservés. Donc, on était sur des gammes qui devaient être de l'ordre de 30 jours à 6 mois. Donc, je les ai pas toutes derrière, mais en tout cas, c'était des aliments conservés. Et donc, bien retenir que c'est globalement en 60 jours, on a atteint déjà un niveau de dégradabilité assez élevé et qu'ensuite on regagne quelques petits points chaque jour, mais l'évolution majeure, elle est vraiment sur le 0-60 jours. Ok, merci. Une autre question, est-ce qu'on a pu mesurer le bénéfice santé sur les animaux? Moins d'ensilage de maïs, donc moins d'alcool. Alors, le bénéfice santé, on n'a pas pu le mesurer particulièrement. On a quelques retours qualitatifs quand même, ou quelques données qui peuvent être en lien avec ça, qui sont pas forcément toujours positives. Hein. Si je reprends les essais MACEPI plus ensilage d'air par exemple, donc sur nos 2 lots expérimentaux, on a des animaux donc on l'avait vu repris moins de poids là, au fur et à mesure de l'essai, hein, sur les 8 semaines d'essai. Et ça s'est traduit aussi en termes de performance de repro. C'est des animaux qui ont moins bien pris aussi à l'IA. Donc il n'y a pas un nombre énorme d'animaux, hein, c'est difficile d'en faire des conclusions. En tout cas, on a à peu près 3 fois plus d'animaux qui n'ont pas pris sur les lots XP dans cet essai-là. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais là pour le coup c'était plutôt un indicateur pas tout à fait positif. Et puis pour le reste, on n'a pas encore forcément, peut-être qu'on pourrait aller investiguer plus de choses avec les acides gradulés. On a des profils assez complets qu'on n'a pas forcément encore totalement dépiotés, où on pourrait peut-être aller voir des choses, notamment en lien avec des situations acidogènes. On a sûrement à aller creuser un petit peu là-dessus, mais on l'a pas encore fait en tout cas. Ok, je vais reprendre une question agronomique et puis ensuite on ira plus à l'échelle ration ou système. Quel profil de variété de maïs choisir pour faire du maïs épi? Du maïs fourrage ou une variété fourrage ou une variété grain? Ah, pardon, j'ai pas eu le son. Ok, quel profil de variété de maïs choisir? Plutôt une variété fourrage ou une variété grain? Eh ben, globalement, ça va plutôt dépendre du positionnement du maïs épi dans le système. Si c'est un choix de travailler avec du maïs épi dans tous les cas et qu'il n'y a pas forcément d'alternative pour une récolte plante entière, eh ben, l'idée, ça va être d'aller maximiser le potentiel grain. Hein. Donc, on va plutôt s'orienter sur des variétés typées amidon, voire typées grain. Et puis, si le maïs épi a une place plutôt variable suivant les rendements qu'on réalise en maïs fourrage, il faut mieux rester sur des génétiques fourrage dans tous les cas, et puis peut-être aller sur des variétés fourrage à mixte, et puis réserver les parcelles les mieux pourvues en grains pour faire le tampon, si je puis dire, pour la récolte de maïs épi. Ok, donc il y a eu une question à l'instant, je viens d'y répondre, comment s'explique la baisse de la marge du lait? Est-ce que c'est plutôt lié à la baisse de la qualité du lait ou à l'augmentation du coût de production des fourrages qui est du coup supérieur à la réduction des charges? C'est effectivement le double fait. Et une autre question qui est en lien, et je vais te laisser y répondre, faut-il plus de surface par vache pour la ration avec maïs épi par rapport à la ration témoin? Oui, donc c'est un point qu'on traitera plus précisément l'année prochaine. Donc sur les rations avec beaucoup d'herbes, là notamment 50% d'herbes dans les rations, il faut globalement un petit peu plus de surface. Et donc l'augmentation en surface, elle dépend principalement de la part de dérobé qui peut être produite sur l'exploitation.
Donc dans le cas des régimes un petit peu intermédiaires, là, donc, qui mêlaient maïs fourrage, 30% d'herbe et puis maïs épi, on pouvait fonctionner avec une surface quasiment identique en fonctionnement avec dérobé. Par contre, dès lors qu'on est sur les régimes à 50% d'herbe, là on a dans tous les cas une augmentation significative des surfaces en herbe et donc en effet moins de surface à destination des cultures de vente. On s'attachera en tout cas à le préciser lorsqu'on aura un petit peu consolidé les résultats zootechniques pour donner les impacts en termes d'évolution d'assolement et de surface. Mais après, les calculs sont aussi assez propres à chaque exploitation parce que bien sûr ça dépend des écarts de rendement qu'on va retrouver entre les différentes cultures, hein, donc entre le maïs, l'herbe ou la luzerne. Donc il n'y a pas une vérité, mais globalement avec beaucoup d'herbes dans les rations, on a plutôt tendance à augmenter les surfaces nécessaires pour produire la même quantité de lait. Alors, je vais revenir sur une question agronomique. As-tu un avis sur le comportement des maïs dentés farineux en récolte épi en comparaison à des cornets dentés vitreux? Donc, question pas facile. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les essais qu'on a pu mener sur les maïs dentés farineux, c'est des maïs donc, qui possèdent en valeur absolue des niveaux de dégradabilité d'amidon qui sont plutôt élevés, qui sont plutôt bons, mais qui évoluent avec le stade de récolte comme des cornets dentés classiques. Et donc, nous, on s'était arrêté un petit peu avant le stade maïs-épi dans nos essais, mais ce qu'on avait pu voir, c'est que l'évolution de la dégradabilité de l'amidon, elle était plutôt équivalente à des cornets dentés. En niveau absolu, on est plutôt sur des valeurs élevées par rapport à certains témoins. Pour autant, on retrouve aussi des cornets dentés équivalents en termes de dégradabilité de l'amidon. Donc, c'est pas facile de faire des généralités du coup. Mais alors en moyenne, on peut dire un amidon plus dégradable, mais il y a des génétiques cornets dentés du coup qui rivalisent aussi avec ces types de maïs-là. Ok, et une dernière question, du moins pour l'instant. Avez-vous une idée concernant l'ensilage de soja? Donc j'imagine en substitution à ce qu'on envisage de faire avec les métailles, enfin avec la MCPI ou ce qu'on a fait avec l'ensilage d'herbe. Je pense une double question, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un aspect rendement, biomasse et récoltable, et puis valeur alimentaire. Eh ben, nous en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a mis en œuvre sur notre station, l'ensilage de soja. Après, en soi, bon, il y a des choses qui sont faites sur le terrain aujourd'hui là-dessus. Bien sûr, comme l'a dit Anthony, ça va être vraiment un compromis en termes de quantité de récoltée et puis surtout en comparaison de cultures qui vont être qui vont être cultivées à la même époque. Enfin, là, on n'est pas tout à fait là sur la même chose du coup qu'une dérobée hivernale type RGI ou MCPI. En termes de valeur alimentaire, ce qui est clair, c'est qu'on peut atteindre des très bons niveaux de valeur alimentaire. Et après, en effet, tout sera une équivalence rendement par rapport aux autres cultures. Honnêtement, on n'a vraiment pas trop de références, nous, sur l'ensilage de soja à l'heure actuelle. Peut-être que tu peux compléter un petit peu, Anthony, si tu as des choses en tête. Eh bien, oui, il n'y a pas beaucoup de références sur ce point-là. À notre connaissance, il y a un essai qui avait été conduit sur des vaches laitières au Canada. Alors, ce qui avait été obtenu, est-ce que ça vaut pour tous les sojas en culture? Je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, en termes de valeur énergétique, on était assez faible. La teneur en MAT était au rendez-vous, de l'ordre de 18%. Et par contre, en énergie, ça pêchait davantage, moindre digestibilité, de l'ordre de 0,70 UF. Et ce qui avait conduit à, dans les essais, hein, donc en substitution, c'est une comparaison en silage de luzerne ou en silage de soja. Donc il n'y avait pas de ration témoin, entre guillemets, comme les nôtres.
il y en avait avec la ration soja un petit peu moins de performance de l'ingestion et moins de lait, avec un ratio qui était bon, c'est-à-dire que l'indice de, entre guillemets, de consommation, si tant est qu'il ait du sens sur une vache laitière, était identique, n'était pas affecté. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. Alors pour l'instant, j'ai plus de questions qui me parviennent, mais n'hésitez pas. On est encore à votre disposition quelques minutes si vous le souhaitez. Bien, écoute, je vais pouvoir te laisser le mot de la fin puisque je ne reçois plus de questions. Ok, et donc merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Peut-être une petite information si vous voulez aller un petit peu plus loin sur les aspects agronomie, récolte, conservation, valorisation du maïs épi, on proposera une présentation un petit peu plus complète sur le sujet donc en décembre prochain. Donc n'hésitez pas à suivre les dates de sortie des webinaires. Il y en aura d'autres aussi, donc sur le sorgho notamment, les dérobés estivales, et puis le maïs fourrage, donc courant décembre. Voilà. Hugues, du coup, oui. la question sur le gong. Ah. La composition minérale des rations test a-t-elle été changée lorsque les rations incluaient de la luzerne en particulier ou l'ensilage d'herbe? Donc la complémentation minérale, non, elle n'a pas été changée. Alors de mémoire sur les petits camemberts, il y a peut-être des histoires d'arrondis qui font qu'on passe d'un pourcentage à l'autre de 1 à 2%, mais en termes de complémentation minérale, on était équivalent, et donc on était en position où on couvrait donc avec marge de sécurité les besoins en éléments majeurs et puis en oligovitamines, mais pas de complémentation particulière adaptée. Ok, merci, c'était tout. Ok, et donc cette fois, donc merci encore d'avoir suivi ce webinaire-là, et puis donc vous retrouverez de toute manière la présentation qu'on vous fera suivre, et puis s'il y a d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.